Miss Watson pense que Jim devient une forte tête. Si sa pensée représente naturellement un fait substantiel, c'est le fait qu'il ne se dégrade plus devant les blancs. Jim devient une forte tête et Jim ne se dégrade plus devant les blancs représente donc naturellement le même fait. Or, dans sa nudité, ce fait lui-même n'est en aucune façon normatif. Une personne peut l'accepter sans produire de jugement normatif. Une personne extérieure peut réunir les circonstances dans lesquelles Miss Watson qualifierait un noir de forte tête sans que cette personne soit elle-même régie par les normes à en prendre ombrage ou à agir répressivement. Son jugement et celui de Miss Watson représentent naturellement le même fait, mais ce dernier est normatif alors que celui de l'étranger ne l'est pas. Ce n'est pas la matière traitée particulière représentée naturellement qui rend normatif les jugements normatifs. D'autres choix pour traiter le lien avec la régie normative sont possibles. Ce qui est normatif dans le jugement de Miss Watson réside peut-être non dans son contenu mais dans ses présuppositions. Elle juge qu'à moins qu'un noir ne s'abaisse devant les blancs, il est censé pour les blancs d'en prendre ombrage et d'agir de manière répressive. Cela ne fait cependant pas vraiment partie de son jugement selon lequel Jim devient une forte tête. C'est présupposé par ce jugement. Cependant, selon ce traitement, aussi la différence entre Jim devient une forte tête et Jim ne s'abaisse plus devant les blancs est normative. Cette fois une différence de présupposé normatif, il n'y a toujours pas de fait que représente cette différence. Voir Blackburn, 1984, pour un traitement de termes similaires. Ce que nous ne devons pas dire, c'est que par des règles de la signification, Jim devient une forte tête est impliqué inévitablement par l'effet de la situation, et implique aussi inévitablement qu'il est censé de lui en vouloir et d'exercer contre lui une répression. Ce dernier point ne s'ensuit pas des faits de la situation, et ainsi attribuer ces règles de signification aux gens qui utilisent le terme forte tête est en fait les accuser d'une fausseté, une fausseté de surdéfinition, pourrions-nous dire. Il n'est pas inévitable que nous agissons de la sorte. Les traitements que je discute ici attribuent non une confusion sémantique, mais des vues normatives auxquelles on peut objecter en substance. Cette présentation est préférable puisqu'entre autres choses, des termes innocents comme s'engager ont une logique similaire et nous devrions nous autoriser à les utiliser sans devoir nous accuser de fausseté. Searle, 1964, semble commettre une telle fausseté de surdéfinition pour notre terme promesse. De la même façon, quelqu'un, disons un escroc, pourrait regrouper tous les types de situations dans lesquelles je juge qu'une personne s'est engagée, mais n'être absolument pas régie par les normes, de sorte à agir en conséquence, quand c'est lui-même qui se trouve dans cette situation. Son jugement représenterait naturellement la même situation de fait que la mienne, mais son jugement n'aurait pas lieu de lien à la régie normative qui le rend normatif. La thèse est donc en général la suivante. Quand le jugement normatif représente naturellement une chose, un jugement clairement non normatif pourrait représenter naturellement la même chose. Un jugement pourrait être produit par une personne qui classe les choses de la même façon, mais qui n'est pas régie par les normes de la même façon. Cela ne revient pas à affirmer que quand une personne produit un jugement normatif, elle doit elle-même être capable de produire un jugement clairement non normatif qui représente naturellement le même état de choses. Si le lien de la classification avec la régie normative est automatique pour cette personne, elle ne sera pas capable de produire un tel jugement non normatif. Dans ce cas, en effet, les observateurs aussi peuvent ne disposer d'aucun test pour établir si le lien avec la régie normative fait partie de la signification du jugement même ou est simplement inféré du jugement sans difficulté. Ce n'est pas non plus affirmer qu'un observateur extérieur qui n'est pas soumis aux engagements normatifs du sujet doit être toujours capable de former un jugement équivalent du point de vue de la représentation, et clairement non normatif. Peut-être le peut-il et peut-être que non. Tout ce qu'il me faut affirmer, c'est que nous pouvons dire ce que serait pour lui de produire un tel jugement. Produire un tel jugement ferait premièrement que le jugement corresponde aux mêmes situations réelles et possibles, tandis que pour lui, deuxièmement, il ne serait pas régi par les normes d'une certaine façon dans la formation du jugement. En ce sens, les jugements épais ne représentent pas naturellement des états de choses particulièrement normatifs. Certes, un jugement épais représente naturellement un état de choses, mais nous pouvons comprendre ce serait pour le jugement de représenter naturellement ce même état de choses et d'être non normatif. McDowell, 1981, rejette une affirmation proche de la mienne comme invraisemblable.
Pour chaque concept de valeur que possède une communauté, un observateur extérieur pourrait toujours former un concept triant les choses de la même manière, sans même comprendre l'intérêt spécifique de cette communauté, qui voit dans cette manière de trier. La thèse que McDowell rejette est plus forte que la mienne, puisque j'autorise l'observateur à comprendre l'intérêt normatif des concepts avec lesquels il rivalise. Pourtant, cela nous donne peut-être une manière de distinguer certaines propriétés comme normatives. Nous pourrions dire qu'une propriété est normative si elle ne peut être reconnue par personne à qui son intérêt normatif aurait échappé. La propriété qui fait juger par les racistes une façon d'agir d'une forte tête serait normative dans ce sens si nous, en tant qu'étrangers, ne pouvions la déterminer qu'en jugeant quelle manière d'agir un raciste jugerait convenable de blâmer et de réprimer. Néanmoins, notre propre concept de cette propriété serait non normatif au sens premier. Nos jugements selon les termes de ce concept n'impliqueraient pas de penser qu'il est censé de blâmer et réprimer les gens qui agissent de cette façon. Il ne nous réagirait pas de façon normative de sorte à blâmer et réprimer. Les jugements ne seraient donc toujours pas normatifs, quand bien même on choisirait des propriétés d'un genre particulier. McDowell pourrait lui-même accepter cela. Il ne veut pas traiter les valeurs comme des qualités primaires, mais en parallèle avec les qualités secondaires. Je reprends cette possibilité plus loin, chapitre 9. Blackburn, en réponse 1981, en réponse à McDowell, traite comique comme un terme que nous appliquons à une classe de choses que nous ne pourrions choisir sinon du fait de nos réactions à ces choses. Il est un second sens selon lequel les jugements normatifs ne sont pas des jugements de faits normatifs substantiels. Tous les jugements normatifs ne représentent pas naturellement quelque chose de substantiel. Prenez les jugements sur ce qu'il est le plus censé de faire, jugement bien pesé dans une situation où il n'y a pas à l'horizon de consensus sur ce qu'il faut faire. Considérez une personne incertaine de ce qu'il est le plus censé de faire et c'est incertaine des standards à appliquer. La question qu'elle se pose n'est pas insignifiante. Ce en quoi consistera le fait qu'elle arrive à une conclusion est assez clair. Être disposé à reconnaître cette conclusion et à se faire régir par elle, aussi bien qu'être prête à en tirer des inférences vers d'autres jugements qui sont liés au monde de diverses façons. La question peut se discuter avec peut-être autant de force qu'une question scientifique controversée ou qu'un procès criminel où certains trouvent des éléments de preuve circonstanciels suffisantes pour conclure et les autres non. Nous ne pouvons cependant pas dresser ici un parallèle avec la façon dont les jugements sur les roues invoquent un certain ensemble vague de propriétés. Si le tableau spéculatif que j'ai esquissé est juste, nous pouvons alors expliquer la fonction biologique de tel jugement. C'est une fonction de coordination. Dans ce cas, néanmoins, nous ne pouvons parler de coordination par le biais de la représentation naturelle de quelques traits du monde. Tous les jugements normatifs intelligibles ne représentent pas naturellement quelque chose. Et donc, dans ce sens aussi, il n'y a pas d'état de choses substantiel particulier que les jugements normatifs représentent naturellement. L'argument marche ici de façon incertaine, par épuisement. Même si j'ai raison de dire que les jugements normatifs ont la coordination pour fonction biologique, cela ne montre pas en soi qu'il n'y a aucun type de fait que ces jugements représentent naturellement. Cela ne montre pas en soi qu'il n'y a aucun type général de fait auquel ces jugements sont adaptés à correspondre. Nous pourrions imaginer un programme de réalisme normatif, proposant un type de fait pour faire l'affaire. À comparer au récent réalisme moral de Sturgeon, 1985, et de Reighton, 1986, ni l'un ni l'autre ne présentent les choses en termes de la théorie de la représentation naturelle que j'utilise, et ainsi, aucun ne traite vraiment la question que je pose pour ma part. Il propose néanmoins des suggestions pour les propriétés normatives. Pour l'essentiel, il se consacre non pas sur la rationalité, mais sur le bien, le juste et le faux. Sturgeon fait bien aussi une proposition pour rationnel et un argument complet du genre de celui que j'indique schématiquement devrait examiner sa proposition. Si l'on développe un tel programme et que l'on fasse une proposition, nous devrons l'examiner. Je n'ai toutefois pour ma part trouvé aucun type de fait qui marche, aucun type substantiel de fait dont le correspondant aurait pu, avec quelque vraisemblance, faire chez nos ancêtres le travail de coordination des jugements normatifs. Il se peut bien qu'il n'y ait aucune solution déterminée à la question de savoir si un jugement donné représente naturellement un état de choses déterminé. Millikan, 1986, et Dretske, 1986, parlent tous deux de l'indétermination dans la façon de décrire la fonction d'un système représentant.
Avec quel genre de fait est-ce la fonction du système de produire une correspondance? Le système visuel des grenouilles a-t-il pour fonction de détecter les mouches ou de détecter les petites taches sombres qui, dans son milieu normal, sont presque toujours des mouches? Si la grenouille happe un morceau de chevrotine, le système visuel a-t-il représenté par erreur le bout de plomb comme une mouche, ou bien le système exécutif a-t-il pris des risques sur ce qui était correctement représenté comme une tache sombre? Il semble qu'il n'y ait aucune solution concrète. La situation ici est pourtant que je ne peux trouver aucune propriété que rationnelle, ou le fait qu'elle est la plus sensée pourrait représenter naturellement. L'indétermination de la fonction aurait pu rendre les choses ambiguës, mais ce n'est pas le cas ici, jusqu'à présent dans notre discussion. Dans cette section, j'ai demandé si les jugements normatifs représentent naturellement des états de choses substantiels, des états de choses qui rendraient les jugements vrais. Dans le cas de jugements épais, comme le jugement selon lequel quelqu'un s'est engagé, ou le jugement sur le fait que quelqu'un ait une forte tête, il semble que cela pourrait être vrai. Ces jugements sont rattachés à d'autres choses dans deux directions différentes, à des états de choses factuels et à la régie normative. En concédant que les jugements épais représentent naturellement des états de choses factuels, nous pouvons encore dire deux choses. Premièrement, les états de choses qu'ils représentent sont non normatifs. Un jugement non normatif plus faible du point de vue logique pourrait représenter naturellement le même état de choses, et ainsi dans ce sens l'état de choses naturellement représenté est non normatif. Deuxièmement, même pour les jugements épais, ce n'est pas que ce que le jugement représente naturellement qui le rend normatif. Là aussi, nous pouvons ajouter que tous les jugements normatifs ne sont pas épais dans ce sens, et ainsi que tous les jugements normatifs ne représentent pas naturellement quelque chose. La représentation du contenu. Les jugements normatifs ont une fonction de coordination. C'est pour l'essentiel le résultat d'une adaptation de nous accorder au consensus normatif qui nous entoure, tout en jouant un peu du coup dans notre faveur. Supposez maintenant que nous étouffions ce canevas. L'histoire dirait à présent que nous sommes adaptés pour produire des jugements normatifs de tel ou tel type. Des jugements qui ont un certain rapport complexe avec la situation jugée. Qualifions ce rapport, quel qu'il soit exactement, d'ajusté par adaptation à la scène observée et jugée. Nous pouvons dire en gros qu'être ajusté par adaptation à une scène, c'est lui être ajusté selon les instructions de notre consensus. C'est être ajusté à la scène de la façon prescrite par le consensus, quel qu'il soit, qui est à l'horizon dans notre groupe. Nous sommes adaptés, pourrons-nous dire, dans ce nouveau jargon, pour produire des jugements normatifs qui sont ajustés par adaptation à la situation que nous jugeons. Cela suggère un autre type de fait qui pourrait représenter naturellement les jugements normatifs. Nous sommes, pour ainsi dire, conçus par la nature pour produire des jugements normatifs qui s'ajustent par adaptation à la scène que nous jugeons. Cet ajustement par adaptation pourrait-il être ce qu'un jugement normatif représente naturellement? On peut tenter de répondre. Un jugement normatif sur une circonstance représente naturellement le fait qu'il est lui-même ajusté par adaptation à la circonstance jugée. Ce serait un fait d'observateur de savoir à quel degré, pour un ancêtre des jugements normatifs, résultait d'une adaptation pour un ancêtre dépendait du fonctionnement de sa propre communauté. Le fait de suivre le consensus du groupe qu'il observait n'a pas nécessairement amélioré ou contribué à améliorer l'ajustement de l'observateur, à moins qu'il ait fait cela parce qu'il s'agissait de sa propre communauté. Si j'observe des chasseurs de tête de loin, mes jugements coordonnent mes actions avec celles des gens qui m'entourent, seulement s'ils s'ajustent au consensus de ma propre communauté. Le consensus des chasseurs de tête n'aura aucune influence directe sur la façon dont mes jugements coordonnent mes actions avec les actions des autres. Je dois coordonner chez moi, pas avec les chasseurs de tête, même quand c'est des chasseurs de tête que l'on parle. Même chose avec nos ancêtres, dans le rôle des observateurs. Il faut trouver une façon de correspondre au consensus interne de leur propre communauté qui a mené à la coordination et ainsi améliorer leur ajustement. Supposez que nous ayons une explication de ce que c'est pour des jugements normatifs d'être ajustés par adaptation à une scène. Nous aurions alors identifié un type particulier de faits que les jugements normatifs représentent naturellement. En ce sens, il y aurait des faits normatifs et ces faits seraient des faits d'observateurs. Il nous faut cependant une caractérisation plus serrée des faits normatifs. Nous voulions rendre le sens auquel des jugements de notre environnement manifestent et représentent. Un trait important de ces jugements est le suivant. Mon jugement selon lequel je suis assis sur une chaise représente naturellement le fait que je suis assis sur une chaise. Le jugement représente donc naturellement son contenu, le mot contenu étant compris dans cette phrase de façon traditionnelle. Par opposition, même si un jugement normatif représente naturellement le fait qu'il est ajusté par adaptation à la situation jugée, il ne représente pas naturellement son contenu.
Des tests dont la saveur nous rappelle Moore en montrent ceci. Supposez qu'un homme rejette la pure jalousie. Il pense que tant que les attentions pour nous de la personne qui nous aime ne sont pas menacées, il ne peut jamais être vraiment censé de se sentir jaloux de ses attentions envers les autres. Avec une entière cohérence et une entière intelligibilité, il pourrait tenir ce point de vue et admettre pourtant qu'il n'y a pas de consensus à l'horizon en sa faveur. Il pourrait se rendre compte que son jugement n'est pas ajusté par adaptation à la matière traitée, tout en s'en tenant sans désordre mental à son jugement. Il est possible qu'il sache quel type de jugement normatif aurait été conforme à une adaptation pour nos ancêtres et que son jugement à lui ne soit pas de ce type. Cela ne réfutera aucunement son point de vue. De fait, des considérations évolutionnaires suggèrent la raison pour laquelle le point de vue ne serait pas réfuté. Une partie cruciale de la discussion normative consiste à ce que les gens prennent des positions et s'influencent mutuellement. Le mécanisme fonctionne parce que les gens sont à la fois influençables et têtus. Quelqu'un qui serait prêt au moindre prétexte à penser ce que les autres pensent aurait lui-même peu d'influence. Il pourrait toujours être d'avis qu'il n'est jamais vraiment censé d'être jaloux au seul motif que l'amour de la personne qui nous aime va aux autres aussi bien qu'à nous-mêmes. Il est donc possible que son opinion selon laquelle la pure jalousie n'est pas censée représenter naturellement un fait d'observateur, qu'elle soit ajustée par adaptation à la nature de la jalousie, mais cela ne fait pas partie de son contenu. Une personne peut accepter que la jalousie pure n'est pas censée et pourtant rejeter le fait d'observateur que cette opinion représente naturellement. Ce qu'elle représente naturellement ne fait donc pas partie de son contenu. Sur ce point, les jugements normatifs s'opposent aux jugements sur notre environnement manifeste. Ces derniers représentent naturellement leur contenu. Il est possible que des jugements normatifs représentent naturellement quelque chose, même si il y a une classe de faits qui représentent naturellement parce que ce sont des jugements normatifs. Il s'agit d'un type complexe de faits ayant trait à l'observateur et à sa communauté. Ces faits ne sont cependant jamais le contenu d'un jugement normatif. Il n'y a donc aucune classe de faits qui ait avec les jugements normatifs un rapport parallèle à celui que les faits de notre environnement manifeste ont avec nos jugements sur eux. En ce sens, il n'y a pas de fait normatif. On peut ici ajouter une thèse supplémentaire. Revenons au jugement épais et aux faits substantiels. L'opinion de Miss Watson, croyant que Jim devient une forte tête, représente-t-elle naturellement son contenu ? Déclarer que Jim devient une forte tête en dit davantage que le fait qu'il ne s'humilie plus devant les Blancs. Penser qu'il devient une forte tête engage de fait fermement Miss Watson à penser qu'il ne s'humilie plus. Quels est ou non les concepts pour exprimer cette pensée neutre ? Si d'un autre côté nous sommes d'accord qu'il ne s'humilie plus, cela ne nous engage pas fermement à penser qu'il devient une forte tête. Ce que sa pensée représente naturellement, si elle représente quoi que ce soit, c'est simplement que Jim ne s'humilie plus devant les Blancs. Nous disons, nous, que cela n'est pas tout le contenu de sa pensée. C'est le contenu d'une pensée plus faible qui est impliqué par sa pensée. Le jugement selon lequel Jim devient une forte tête ne représente pas naturellement tout son contenu. Il n'en représente naturellement qu'une partie, la partie qui est non normative. De nouveau, donc, les jugements normatifs ne représentent pas naturellement leur contenu. Les jugements normatifs coordonnent, si telle est leur fonction biologique. Cela suggère un type de fait que nos jugements normatifs pourraient naturellement représenter. Ce que j'ai appelé un fait d'observateur. Cela suggère un type de fait tel que nos capacités normatives auraient pour fonction biologique de mettre des jugements normatifs en correspondance avec ces faits. La fonction des mécanismes psychiques impliqués dans l'acceptation de normes est d'ajuster nos jugements à ceux vers lesquels tous les autres tendront. Si nous pouvons trouver le rapport entre l'observateur et la scène qui décide en quel sens tendra la discussion normative, cela nous donnera quelque chose que des jugements normatifs pourront représenter naturellement. Cela nous donnera quelque chose avec quoi les jugements normatifs pourront se mettre en correspondance en vue d'une coordination. J'ai intitulé ce rapport « Ajustement par adaptation ». Nous pouvons ainsi considérer que les faits de ce type, l'ajustement par adaptation, d'un jugement à la scène qui est jugé sur des faits particulièrement normatifs, la quête d'un type particulier de faits que les jugements normatifs représentent naturellement pourrait ne pas être vaine. Cependant, une opposition demeure toujours entre jugement normatif et jugement manifeste, les jugements d'objets manifestes autour de nous. Là où ces derniers représentent naturellement leur contenu, ce n'est pas le cas des jugements normatifs. Les tests qui le montrent sont proches de ceux de Moore. Une personne peut, sans contradiction, produire un jugement normatif et nier qu'il s'ajuste par adaptation à la situation. Les opinions théoriques. Les
Les opinions sur notre environnement manifeste sélectionnent des faits d'une classe spéciale. Nous pourrions les appeler des faits manifestes. Les opinions concernant ces faits représentent naturellement leur contenu. C'est d'une façon toute dissemblable que les opinions normatives choisissent une classe de faits spécialement normatifs. Cela distingue les normes des faits d'un type tout prosaïque. Ce contraste indique peut-être ce qui pourrait être précisé dans une distinction entre faits et normes en général. Ce n'était pourtant pas avec des faits que la distinction semblait problématique tout d'abord. La difficulté résidait dans d'autres domaines, dans la conversation théorique abstruse et donc dans la conversation sur les questions humaines. La conversation normative est-elle moins factuelle que la physique? Pouvons-nous séparer de manière tranchée ce qu'est décrire une personne et la juger, ou bien décrire une pratique sociale et en faire l'éloge ou la condamnation? Prenez d'abord la physique atomique. La comprendre n'est pas une fonction biologique de l'esprit humain. Quelles qu'aient été les pressions de la sélection qui ont mené à des esprits capables de comprendre les atomes, elles n'impliquaient pas directement une telle compréhension. Aucun de nos lointains ancêtres n'avait la moindre idée de la théorie quantique. Les capacités impliquées pour la saisir sont peut-être des adaptations, mais si tel est le cas, elles doivent avoir des fonctions autres que de nous permettre de saisir la physique atomique. Je continuerai à maintenir que les opinions des physiciens représentent bien leur contenu, mais artificiellement. La représentation naturelle n'est d'aucun secours pour ces opinions, parce qu'elles ne représentent pas naturellement leur contenu. C'est plutôt que les physiciens inventent des dispositifs de représentation élaborés. Leurs opinions correspondent à la nature, non pas par quelque substitut darwinien du dessin, mais par le dessin même. Cela crée-t-il une opposition véritable avec les normes? Il nous faut accepter la physique comme argent comptant, après tout, si nous devons penser que les opinions qu'elle implique correspondent à un domaine de fait. Supposez que nous procédions de même avec les normes. Prenez les normes pour argent comptant. Ne pouvons-nous affirmer, alors que nos opinions normatives correspondent à des faits normatifs, et ce d'après un dessin? C'est impossible. Même en supposant qu'il existe des faits normatifs, nous pouvons expliquer pourquoi nous avons les opinions normatives qui sont les nôtres, sans citer aucun fait normatif. Par opposition, pour expliquer pourquoi les physiciens atomistes ont des opinions qui sont les leurs, nous devons parler des atomes. Les opinions normatives ne représentent naturellement aucun domaine particulier du contenu. Je l'ai déjà soutenu. Nous pouvons ajouter quelque chose à présent. Même s'il existe un domaine particulier de faits normatifs, il serait gratuit de penser que les opinions normatives représentent des faits de ce domaine, même artificiellement. Si ma conjecture évolutionnaire est correcte, nous avons alors une autre explication de ces opinions. Pourquoi les physiciens croient-ils aux électrons? Voici une partie de l'explication. En 1911, Millikan plaça de petites gouttelettes d'huile dans un champ électrique. Il trouvait parfois une gouttelette qui s'élevait dans ce champ. En branchant et en éteignant le champ, il put faire monter et retomber la gouttelette à plusieurs reprises. Il observa à quelle vitesse la charge du champ s'élevait, et il trouva que de temps en temps la vitesse changeait. En outre, pour une gouttelette donnée, le changement de vitesse était toujours le même, ou du moins un multiple intégral d'une différence minimale constante de vitesse. Le plus souvent, la vitesse changeait de cette quantité minimale, et parfois elle changeait du double de cette quantité. Millikan conclut que la gouttelette, de temps en temps, capturait ou perdait une portion de charge électrique ou davantage, et, de façon décisive, que ces portions avaient toujours la même taille. Il avait calculé que la même différence de charge produirait toujours la même différence dans la vitesse. Les physiciens acceptèrent son explication et appelèrent électron une portion isolée de charge électrique. Millikan, 1917. Des électrons figurent dans cette explication. Millikan fit ces observations parce que de temps en temps, la gouttelette en mouvement capturait ou perdait un nombre entier d'électrons. Cela provoquait l'accélération ou le ralentissement de la gouttelette dans le champ dans une proportion constante. Celle-ci dépendait de la taille de la gouttelette et donc de la quantité de résistance de l'air. Nous expliquons en partie la conclusion de Millikan en racontant ce qu'il a observé et nous expliquons pourquoi il a fait ces observations, pourquoi le phénomène était là observable, en citant les électrons. Aucune explication sans électrons ne sera complète ni crédible. Par opposition, j'ai spéculé sur la façon dont nous en arrivons à avoir les opinions normatives qui sont les nôtres. Et dans cette conjecture, je n'ai rien mentionné de normatif. J'ai certes débuté avec de fermes convictions normatives, j'ai accepté des truismes tels que « et il est mal de torturer des enfants pour le plaisir et le fait que nous trouvions une chose pénible nous avertit de ne pas le faire ». Non que j'ai exprimé ces jugements, en effet, ce n'était pas nécessaire. Ils n'ont pas figuré dans mon explication des raisons pour lesquelles nous acceptons de telles choses.
en expliquant pourquoi nous produisons tel jugement normatif. J'ai trouvé les faits normatifs superflus. Harman, 1977, fait une opposition similaire. Sturgeon, 1985, et Rayton, 1986, acceptent ceci comme le cœur du débat entre les réalistes moraux et leurs contradicteurs, mais ils suggèrent que les propriétés morales sont des propriétés naturelles d'un type particulier, qui figurent dans les meilleures explications de notre production de tels jugements moraux. Ce qui me sépare de ces auteurs est peut-être bien empirique. Je doute qu'il existe une propriété naturelle suffisamment déterminée qui guide les jugements moraux des gens dans des diverses manières que ces auteurs dépeignent. En fin de compte, bien sûr, je nie qu'il existe des faits normatifs, mais seulement en fin de compte. Les faits normatifs, s'ils existaient, seraient les faits du type particulier que représentent naturellement ou artificiellement les jugements normatifs. C'est ce qui les distinguerait comme normatifs. Il s'avère, comme je l'ai dit, que notre production de ces jugements peut s'expliquer sans supposer qu'ils représentent des faits d'un genre particulier. Ainsi, nous pouvons conclure à la fin de l'argumentation que, dans ce sens du moins, il n'y a pas de faits normatifs. Mes explications étaient évidemment guidées par des normes épistémiques. Pour quelles raisons? Par exemple, aucune tendance fondamentale à la perfection ne figure dans les explications que j'ai données. J'ai postulé qu'on ne devait pas poser ce genre de choses quand les modèles observés s'expliquent tout aussi bien sans. C'est là un jugement normatif et il m'a guidé comme d'autres pareils à lui. Les normes sont fondamentales pour la pensée. Nous ne pouvons pas penser systématiquement et avec une pleine conscience du processus sans accepter des normes, et nous ne pouvons pas penser du tout sans quelques orientations implicites par les normes, sans intérioriser au moins des normes épistémiques. Les normes qui guident une explication ne font cependant pas partie de l'explication. Je n'ai pas suggéré que nous avions développé nos capacités normatives parce qu'il ne fallait pas poser de manière gratuite des tendances fondamentales à la perfection. Les normes épistémiques nous disent ce qui constitue une bonne explication, mais cela ne fait pas d'elle une partie de l'explication.